Merci d'abord les courageux qui sont restés jusqu'à un dimanche matin, qui était pluvieux mais qui est désormais ensoleillé à Lyon. Je remercie ceux qui ont organisé cette université. Elodie Schwander y a laissé un genou. Catherine Coutard qui a organisé quand même, en tout cas une bonne partie de cette université, a usé de ses différentes casquettes puisqu'elle a été médecin à temps partiel pendant ces 2 jours. Je remercie évidemment le local de l'étape, Adrien Drioli qui est là, voilà, Adrien est plus adroit en politique que quand il s'agit de déplacer des meubles. Il est rentré récemment dans l'exécutif de la mairie de Lyon. Pour nous, c'est une grande fierté. Et nous doutons pas un instant que lors des prochaines municipales, il y en aura d'autres qui le suivront. En tout cas, c'est la mission que nous t'avons assignée, cher Adrien. Merci à Frédéric Faravel. Lui est rien arrivé jusqu'à maintenant, à part sa barbe. Mais bon, personne n'ose lui dire. Et merci évidemment aux intervenants. J'étais très touché par la présence de Pierre Jouvet avant qu'il s'en aille et de notre ami Piquet. Pierre disait on est un peu minoritaire à penser ce qu'on pense au sein de la gauche, je dirais au sein des sphères militantes de la gauche. Parce que si on interroge les électeurs et si on parle un peu avec les électeurs, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est largement majoritaire sur les sujets qui ont été abordés ce matin, et c'est tant mieux. Et la difficulté pour nous, c'est de convaincre les militants, les camarades que nous fréquentons au sein de la gauche rassemblée, du bien fondé d'un certain nombre de ces analyses. Mais moi je crois que de ce point de vue-là, l'espoir est possible. En tout cas, merci Pierre. Je félicite Thierry Cottel, je le vois là. Il est debout, Thierry Cottel, il a été élu président du MRC. Il succède quand même. Écoutez bien, il succède à Jean-Pierre Chevènement, Max Gallo, Jean-Luc Laurent. C'est pas mal, hein? C'est pas donné à tout le monde, hein? Ouais, voilà. J'ai pas dit qu'il y avait un saut qualitatif, j'ai dit que tu leur succédais. Merci aux copains de l'engagement, merci à Marie-Noëlle Lindemann pour son énergie, sa ténacité, on l'a encore pu le mesurer hier. Et alors, quand j'étais au Parti Socialiste, c'est arrivé, dans les belles années du Parti Socialiste, donc ça remonte un peu, le premier secrétaire, quand il faisait un discours de clôture, il y avait toujours le même plan qui était un peu hérité du trotskisme, qui était qu'en fait le monde, l'Europe, la France, la gauche et nous. Bon, j'avais prévu de faire ça, mais évidemment, c'est un peu long quand même, ça nécessiterait plusieurs heures. Et puis surtout, les tables rondes ont été suffisamment riches pour qu'on s'exonère d'un certain nombre de prolégomènes, mais quand même, c'est difficile de passer sous le silence ce qui se passe, enfin la situation géopolitique, la situation internationale, dans toutes les phases de bascule. Et c'est vrai ce que disait Anne-Cécile Robert hier, on est dans une phase de bascule géopolitique, et on a tendance à dire que c'est dans ces moments-là qu'adviennent les risques, les monstres, la violence. C'est particulièrement vrai aujourd'hui. On est dans un monde, alors on le dit finalement chaque année, hein, on est dans un monde plein de bruit et de fureur. Et pour ceux qui ne le savent pas, le bruit et la fureur, c'est pas une invention de Jean-Luc Mélenchon, c'est Shakespeare. Hein. Mais vous voyez, bon, c'est bien toujours d'en revenir aux fondamentaux. Enfin, c'est Shakespeare qui a inspiré un titre à Faulkner, et puis Jean-Luc Mélenchon l'a repris. Enfin, il n'y a pas de copyright. Il y a du bruit, il y a de la fureur, des conflits armés à peu près partout. J'aimerais pas qu'on oublie, parce qu'on n'en parle jamais, le Congo, le Soudan, l'Arménie, l'Érythrée, l'Éthiopie, bref, des territoires entiers qui sont dévastés par la guerre ou par la famine. Mais évidemment, ce qui aujourd'hui concentre l'attention d'une grande partie des Françaises et des Français, c'est la situation au Proche-Orient. On a été sans ambiguïté aucune, je parle de la Fédération de la gauche républicaine, pour condamner les attentats terroristes du 7 octobre, qui ont désormais 1 an. C'est le plus vaste pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons communié dans une émotion qui était toute naturelle, en rappelant, bien sûr, le droit d'Israël à exister, le droit d'Israël à vivre en sécurité et l'impérieuse nécessité de libérer les otages. Et ça reste notre ligne de conduite, sans rajouter « oui mais ».
il n'y a pas de oui mais. En revanche, il est totalement normal de dire aussi, et ça devrait poser de problème à personne, de dire aussi que nous condamnons avec la plus grande fermeté la folie de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement qui poursuivent un massacre innommable à Gaza et qui enflamme la région, parce qu'il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, il y a aujourd'hui le Liban qui est un pays ami de la France, un martyr qui a déjà n'avait pas beaucoup de bol parce qu'il y avait une crise économique, une crise financière, la fuite des élites, une corruption d'un niveau inégalé, la présence du Hezbollah qui était quand même un groupement qui a fait allégeance à un autre pays étranger. Il faut voir ce que c'est le Liban. Moi, pour y être allé plusieurs fois, c'est quand même assez spectaculaire et qui aujourd'hui, alors qu'il n'a rien demandé, je pense au peuple libanais, se prend des bombardements jour après jour. C'est difficile de dire Benjamin Netanyahou ne doit pas franchir les lignes rouges puisqu'il les franchit les unes après les autres. Et l'étape supplémentaire cette semaine, c'est quand même le fait de bombarder des soldats de la FINUL, qui est quand même un rôle d'interposition et de paix. Je crois que la France s'enorgueillirait à le condamner avec plus de fermeté et à rappeler des choses totalement essentielles, ce que je disais, cesser le feu, libération des otages, et puis aussi faire des gestes. Anne-Cécile disait hier, c'est très intéressant, la diplomatie, ce ne sont pas que des discours, c'est un moment être en capacité de faire un geste fort, un geste qui marque. Et moi, je le crois, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est un geste diplomatique fort que la France devrait faire. Et nous devons soutenir ça. Il faut aussi être à l'écoute. Moi, je me fais de plus en plus âgé et parfois j'ai l'impression d'être très décalé par rapport à la jeunesse du monde et singulièrement la jeunesse occidentale, je vais dire la jeunesse estudiantine occidentale. Il faut quand même regarder ce qui se passe et comment la cause palestinienne devient une grande cause de mobilisation de la jeunesse, comme l'a été le Vietnam, comme l'a été la lutte contre l'apartheid pour ma génération. Ça, il faut l'avoir en tête. Évidemment, c'est important parce que sinon on est largué par rapport à ce qui se passe dans la société française et on a des difficultés en tant que parti à répondre aux remarques des uns et des autres. Et moi, je suis sensible à ça et j'essaye de comprendre ce mouvement. En revanche, et ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de principe. Il faut tolérer aucun débordement quand il s'agit de l'antisémitisme. Pourquoi je vous dis ça? On peut critiquer Israël. Évidemment, on peut critiquer le gouvernement d'Israël. Mais ça ne doit pas être le prétexte pour certains et certaines forces politiques ou certaines forces religieuses à en arriver à nier l'existence de ce pays, mais surtout à faire de tous les juifs du monde les responsables d'une situation qu'évidemment ils n'ont ni choisie ni voulu. Et quand je vois qu'à Toulouse, hier, des grandes banderoles sont sorties, taguées sur les murs, avec « il faut boycotter les commerces juifs », je me dis qu'il y a quelque chose de pourri dans la société française, et pas seulement française, hélas, américaine, anglaise, et que là, on doit être d'une intransigeance absolue. Pas de place pour l'antisémitisme, et notamment pas de place pour l'antisémitisme dans le courant de la gauche progressiste. Ça, c'est impossible. Et je peux vous dire que moi, c'est une question qui est évidemment décisive. Je crois qu'on doit être d'une fermeté absolue, et y compris le dire à certains qui, sous couvert de condamnation du sionisme, franchement, parfois on se demande si les gens connaissent encore le sens des mots, on en vient tout simplement à vouloir boycotter ou persécuter les juifs en France. Et ça restera pour nous une ligne de condamnation absolue. Je voulais qu'on le dise au début de ce discours. Deuxième chose, le thème d'hier, c'était la désoccidentalisation du monde. C'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas le déplorer. Je ne suis pas forcément d'accord. Catherine faisait allusion à ce que disait Anne-Cécile hier, la fin du cycle, de la Renaissance. Ça se discute quand même. Hein. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que le moment de bascule, il est évident. Moi, mon dernier déplacement de député européen, c'était à Abu Dhabi pour un sommet de l'OMC. Et j'avais pu constater à quel point les Indiens, les Chinois, les Indonésiens, les Sud-Africains, les Turcs considéraient la position européenne avec intérêt, mais sans plus. Et d'ailleurs, je me souviens, quand on leur parlait du conflit en Ukraine, qui est pour nous évidemment très important,
ils nous regardaient en disant bah ça c'est vos histoires, nous ça ne nous concerne pas vraiment, ce qui expliquait d'ailleurs un certain vote à l'ONU, vous en souvenez. C'est la réalité. Il ne faut pas le déplorer, il ne faut pas plus s'en réjouir, il faut faire avec. Et faire avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à avoir quand même une ambition pour le continent européen et pour la France. Et de ce point de vue-là, on est loin du compte. L'ambition pour le continent européen, moi je vois une Ursula von der Leyen qui est reconduite, le retour à la politique business as usual, vous connaissez le triptyque, hein, concurrence libre et non faussée, libre-échange, orthodoxie budgétaire, qui fait que l'Europe est en train de décrocher. Mathieu Puizeau a bien décrit hier certains mécanismes, notamment par rapport à l'Allemagne, mais la vérité quand même, c'est que l'Europe décroche par rapport à la Chine, décroche par rapport aux États-Unis, et donne quand même le sentiment d'être un continent fatigué, sans imagination, sans volonté. Et d'ailleurs, ce qui est le plus stupéfiant dans cette affaire, c'est que c'est le plus libéral d'entre eux, d'une certaine façon, Mario Draghi. Mario Draghi, c'est quand même pas un marxiste-léniniste, hein, qui a rendu un rapport où il fait... Alors, je suis pas d'accord avec les préconisations, David Kella en avait d'ailleurs parlé, mais par contre, je suis d'accord avec le diagnostic. Il regarde comment l'Europe décroche en termes de pouvoir d'achat, il regarde comment l'Europe décroche en termes d'investissement, en termes d'innovation, et il dit si ça continue comme ça, si on continue à employer les moyens traditionnels de l'orthodoxie de Bruxelles, bah, non seulement l'Europe va disparaître en réalité dans les grands équilibres du monde, en tout cas s'affaiblir, mais surtout l'Europe va s'appauvrir. Les Européens vont s'appauvrir. Et donc pour ça, il faut un sursaut. Et ce sursaut, pour moi, c'est évidemment de l'investissement, la confiance dans la recherche, les politiques publiques d'investissement. C'est pas ce que fait l'Europe. C'est pas ce que fait l'Europe. Elle reste comme ça un peu attentive. Elle reste obsédée par les accords de libre-échange. Là, vous avez vu que von der Leyen fait une pression monstre pour que la France signe le traité Mercosur, qui va représenter quand même beaucoup de dégâts pour notamment les agriculteurs français. Mais ce manque d'imagination, il est dramatique. Et on espérerait que la France, profitant de la faiblesse de l'Allemagne actuelle, elle puisse porter une ligne singulière. Elle puisse avoir une ambition pour le continent. Et évidemment, c'est pas ce qui se passe. Au contraire même, est-ce que vous avez vu cette tragicomédie d'Emmanuel Macron qui s'est fait retoquer par la présidente de la Commission un commissaire? Bah, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe. On est quand même la France, deuxième pays d'Europe, on se fait purement et simplement refuser notre commissaire, en l'occurrence c'était Thierry Breton, peu importe, on s'en fout de Thierry Breton. C'est juste que Madame von der Leyen dit on n'en veut pas et Macron s'exécute. Et il va chercher un de ses proches dont il sait par avance qu'il ne fera pas de l'ombre ni à Madame von der Leyen, ni d'ailleurs à ses autres collègues commissaires. Ben, c'est ça l'action de la France en Europe, et c'est quand même particulièrement préoccupant. Donc là aussi, je pense que, bon, Jouvet est parti, mais sur les questions européennes, franchement, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à penser. Ce que nous vivons en réalité, je vais vite, hein, j'y vais à grands traits, c'est ce qu'on pourrait appeler le crépuscule du macronisme. C'est le crépuscule du macronisme, une parole démonétisée, une absence totale de sens des priorités. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé cette semaine, parce que c'est à la fois drôle et tragique. Au début de la semaine, Emmanuel Macron a fait une intervention forte pour dire, vous connaissez la série Emily in Paris sur Netflix? Il se trouve que les producteurs disent qu'au bout de 3 saisons, Emily va partir à Rome. Emmanuel Macron a pris une parole publique pour dire non, on va tout faire pour que Emily reste à Paris. 2 jours après, Sanofi annonce qu'ils vont vendre Doliprane aux Américains. Et j'ai trouvé que ce choc entre ces 2 événements, c'est-à-dire un président qui se préoccupe d'une putain de série Netflix, qui donne en plus une image de la France, enfin c'est vraiment, là, c'est l'image d'Épinal, un peu grotesque, et de l'autre, un drame industriel, avec en plus la promesse d'une pénurie dans 5 ans de paracétamol, et l'incapacité des pouvoirs publics à ne serait-ce que réagir. J'ai trouvé que cette conjonction malheureuse, c'était finalement l'illustration du macronisme, qui est un peu en fin de règne, mais une fin de règne qui dure, et qui n'est pas bon pour la France, pour les Français, qui donne l'image d'une navrante déconnexion. Et cette navrante déconnexion, on peut la constater tous les jours encore.
Je passe, évidemment, parce que vous savez tout ça, l'épisode de la dissolution, le score du RN au premier tour, la formidable mobilisation du Front républicain entre les deux tours, les tergiversations de Macron, le fait qu'il prenne des semaines pour choisir un Premier ministre, son refus obstiné de choisir la formation arrivée en tête, parce que faut pas se faire d'histoire, hein, c'est pas parce qu'il aime pas Lucie Castès ou je ne sais qui, c'est juste qu'il voulait pas que la politique sur laquelle nous avons été, nous avons été élus, il voulait juste que cette politique soit pas mise en œuvre. Hein, faut arrêter les trucs, c'est pas psychologique, c'est que de la politique, c'est que du contenu. Et le voilà qui nomme, au bout de 7 longues semaines, un Premier ministre issu d'un parti qui a perdu les élections, qui n'a pas joué le jeu du Front républicain, qui, si on était méchant, a perdu la primaire d'un parti qui n'a même pas fait 5% à la présidentielle, c'est quand même vraiment la coalition des losers, hein, et qui en plus le nomme avec l'approbation explicite du Rassemblement national contre lequel le Front républicain avait été mis en œuvre. Enfin, franchement, il paraît qu'il veut rester dans les manuels d'histoire, mais il restera peut-être dans les manuels de droit constitutionnel, comme le président qui, d'abord, après avoir opéré une dissolution ratée, mais ça il y en a eu d'autres, a essayé de contourner dans tous les sens les institutions de la 5e pour finalement les affaiblir, parce que la vérité c'est que lui est affaibli et que le Parlement lui-même, sauf s'il se prend en main, mais ça c'est pas fait, n'est pas au mieux de sa forme. Je ne reviendrai pas sur le sketch de la formation du gouvernement, la morgue incroyable des élus RR. Enfin, moi, je vois physiquement Laurent Wauquiez, quand même, ils sont 47, on a l'impression qu'ils sont 500. Et le mec nous fait des leçons sur tout. Mais c'est pas le seul à nous faire des leçons. C'est-à-dire que là, bon, moi, il se trouve que je suis en commission des finances, donc je vois défiler bon, à la fois Bruno Le Maire, ça c'était un grand moment. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il porte poisse quand même, hein, parce que il a quitté son poste en laissant un déficit abyssal. Il part à l'université de Lausanne. On apprend cette semaine que l'université de Lausanne risque de déposer le bilan. Le gars, il devrait se poser quand même des questions. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ce qui est quand même triste. Et il faut écouter ce qu'ils disent les Macron, parce qu'ils sont revenus, donc ils sont maintenant à l'économie, aux finances et aux comptes publics, et ils font toujours des interventions en 2 temps. Notre bilan est extraordinaire, on a sauvé la France, on a sauvé les entreprises, et la situation est catastrophique. C'est marrant, ils font pas le lien entre les deux. C'est une connexion qui marche pas. Alors je cherchais une vanne sur les Mozart de la finance, mais je m'adresse aux mélomanes, je ne sais pas si on est dans cette salle. En gros, je la fais courte parce que on est entre nous, je ne le ferai pas au public, hein, mais on pensait avoir la symphonie Jupiter, c'est plutôt le requiem des finances publiques, vous voyez. Bon, elle n'est pas très bonne, mais bon, c'est comme ça. Oui, voilà, merci. Merci. Écoutez, il faut toujours essayer, ça ne marche pas. C'est comme le macronisme, hein, ils essayent beaucoup, mais... et tout ça pour accoucher d'un budget... qui est... Enfin, alors c'est toujours la même logique des libéraux, en fait. Il n'y a rien de nouveau. On baisse les recettes en favorisant les plus riches, on constate une dette qui augmente, on déplore la dette qui augmente, et on dit la solution, c'est baisser les dépenses. Et on se retrouve, alors que la France est quand même dans une situation où il y a beaucoup de besoins non satisfaits, on se retrouve avec un budget, contrairement à ce qu'on dit, parce que là j'entends les médias qui disent « Oh, on taxe que les riches et les entreprises ». Non, c'est pas vrai. On va augmenter les tarifs de l'électricité, on va augmenter les mutuelles, il faut voir ce que c'est, il faut voir ce que ça représente mensuellement pour les gens. Le déremboursement d'un certain nombre de médicaments, la franchise médicale pour aller chez le médecin, les franchises sur les dispositifs médicaux, pacemaker, appareil, tout ça, ça va augmenter considérablement. Et puis surtout, la baisse des budgets des collectivités locales qui sont accusées de tous les maux, la baisse du budget de la Sécu. Parce que quand on regarde la trajectoire budgétaire que veut le gouvernement pour la sécurité sociale et singulièrement pour l'hôpital public, c'est une baisse dont il s'agit. Et d'ailleurs, ne vous laissez pas confondre. J'ai vu que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, là aussi, hein, là, ça, c'est un vrai saut qualitatif depuis Jean-Pierre Chevènement, hein, puisque apparemment son seul fait de gloire, c'est d'avoir fait des blogs quand elle était à Singapour. Quand même, hein. Le macronisme, c'est ça aussi, une sorte de médiocratie insupportable. Elle dit le budget d'éducation augmente.
En fait, c'est pas vrai. Il augmente en valeur, mais en euros constants, il baisse. Et donc, vous allez avoir 4000 professeurs en moins, de l'investissement en moins, dans un secteur où, franchement, il y a beaucoup à faire. Et je ne parle même pas de France Travail, anciennement Pôle emploi, à qui on va supprimer 500 ou 600 postes, alors qu'ils sont chargés, à la rentrée, d'accompagner 1,5 million de bénéficiaires du RSA. C'est ça qui est en train de se passer. Oui, c'est ce qu'on appelle l'austérité. Et s'ils ne veulent absolument pas qu'on utilise le mot, c'est parce qu'ils savent que c'est la réalité. Ils s'attaquent aux services publics, ils s'attaquent aux classes moyennes, ils s'attaquent aux Français les plus fragiles, et on ne doit pas les laisser faire. Il va falloir mener une bataille homérique, si j'ose dire, parce que, franchement, le pays est conduit dans une mauvaise direction, et la gauche, elle n'a pas d'autre choix que de s'opposer vraiment, que de s'opposer radicalement. C'est pour ça que moi, je ne porte pas de jugement sur la façon qu'ont les uns et les autres de s'opposer. Ce que je dis, c'est que notre devoir premier, c'est s'opposer. S'opposer, c'est aussi, et ça j'y tiens beaucoup parce que c'est notre rôle de parti politique que de le faire, c'est déconstruire les mythologies macroniennes, la storytelling macronienne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai fait quelques plateaux télé récemment, et les journalistes les éditorialistes disent toujours la même chose. Ah oui, mais quand même, c'est la fin du chômage de masse. Tous. Et cette idée est relayée ad nauseam, c'est la fin du chômage de masse. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui sont éloignés de l'emploi, voire durablement éloignés de l'emploi. Il y a des millions de travailleurs pauvres, des gens qui travaillent à temps partiel qui ne l'ont pas choisi, qui doivent subir. On en est à la 3e réforme de l'assurance chômage, et tous ces docteurs diafoirus de l'économie française vont parader en disant c'est la fin du chômage de masse. C'est pas vrai. Ça, faut le déconstruire. Autre chose qu'il faut déconstruire, ça m'exaspère encore plus, c'est ceux qui disent la France se réindustrialise. Vous savez, c'est leur leitmotiv. D'ailleurs, M. Barnier lui-même l'a dit. C'est faux. C'est complètement faux. Il n'y a jamais autant de faillites d'entreprises que cette année. Il y a plein d'entreprises qui passent sous le contrôle étranger, chinois, américains, voire dans certains cas européens. Et il y a cette mythologie qui consiste à dire c'est formidable, il y a plus d'industrie. Non, c'est pas vrai. Ça, il faut le déconstruire. Et puis, il faut bien sûr déconstruire tout le discours, leur discours budgétaire, mais ça, je pense que vous serez tous d'accord. Il faut être capable, c'est pas le plus facile, mais on peut le faire, d'opposer à chaque fois nos propres propositions. On le fait sur le budget. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu une conférence de presse du nouveau Front Populaire, pas suffisamment relayée, mais qui, sur le budget, notamment sur la partie recettes, propose une autre voie, propose une autre politique, propose d'autres mesures. Ça, c'est important, et je pense qu'il faut le faire à chaque fois et tout le temps. Ça ne suffira pas. S'opposer, il faut aussi, même mouvement, rassembler et s'élargir. Rassembler. Alors, c'est le moment de parler du nouveau Front Populaire, parce que j'ai entendu ici ou là ce que disaient les copains. Le nouveau Front Populaire, c'est une alliance électorale. C'est une alliance électorale qui avait pour fonction essentielle de sauver les meubles. C'est de ça dont on parle. Et les meubles ont été sauvés. D'ailleurs, je fais partie des meubles. Mais pour l'instant, ça n'est que ça, une alliance électorale pour sauver les meubles. On ne peut pas s'en contenter. On peut d'autant moins s'en contenter que la gauche, prise dans toute sa diversité, fait moins de 30% aux élections législatives. C'est ça la vérité. Et donc forcément, la question pour nous, c'est de savoir comment on s'élargir. Et donc je le dis aux copains, contre des préventions légitimes, contre tel ou tel, notre problème, c'est pas tellement de retrancher, c'est plutôt d'ajouter. Comment on fait pour aller chercher les millions de Français qui devraient nous faire confiance et qui ne le font pas. Et moi, je vais vous le dire, j'ai un rapport très compliqué à LFI, comme vous tous, parce que je les connais de près en plus. Mais je reconnais un truc, c'est qu'ils sont parvenus, quand même, à mobiliser un électorat qui, depuis longtemps, venait plus à aux urnes. Ça, c'est un fait, il faut le reconnaître. Alors après, on peut avoir, encore une fois, toutes les préventions par rapport à la façon de faire de la politique, ou les thématiques qui sont mises en avant, ou une rhétorique qui est volontairement outrancière, mais cette réalité-là, on ne doit pas la nier. Et notre défi à nous, c'est comment on fait pour élargir, comment on fait pour ajouter. Et quand je dis ajouter, c'est déjà ajouter d'un point de vue sociologique. Marie-Noëlle le dit souvent, mais elle a raison. Notre principal problème, c'est que
ceux qui faisaient le socle naturel de la gauche, les fonctionnaires, les employés, eux-mêmes, il y a une partie qui s'est évadée, soit vers le FN, soit vers la droite, ou soit vers le macronisme. Et donc la priorité, c'est déjà s'adresser à eux. Alors s'adresser à eux, ça passe, on est d'accord, hein, sur, évidemment, peut-être une nouvelle façon de parler. J'ai bien aimé ce que disait Sophie à la fin de sa conclusion sur l'empathie, sur le fait de ne pas forcément parler fort, mais de parler juste, en écoutant les gens. Et ça, il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas que nous, on tombe dans le piège, même si tous les politologues et les communicants vous expliquent qu'on est passé à l'ère du clash et que la seule façon pour se faire entendre, c'est créer de la confrontation, de la conflictualité. Moi, je pense qu'on peut être dans la conflictualité tout en s'adressant à la raison des gens et pas tout le temps à leurs émotions. C'est difficile, hein, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est d'autant plus difficile qu'à gauche, et notamment en ce moment, il y a une sorte de passion pour l'excommunication, pour l'outrance, ça c'est vrai. Et puis surtout, ce que je déteste le plus, c'est ce que j'appellerais en latin la reductio ad Hitlerum. Hein, c'est-à-dire, en gros, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont d'extrême droite. Donc là, vous avez eu, dans la même semaine, Caroline Fourest, qui a écrit à peu près 20 livres contre le FN, elle est d'extrême droite. Fabien Roussel, sous prétexte qui dit la police c'est utile, il est d'extrême droite. François Ruffin, parce qu'il dit que ça serait bien aussi d'aller rechercher la France des bourgs et pas seulement la France des taux, il est d'extrême droite. Enfin, quand même, si tous ces gens sont d'extrême droite, la plupart sont sympathiques, donc déjà ça rend sympathique l'extrême droite, mais surtout, si tout le monde est extrême droite, il n'y a plus d'extrême droite. Donc à un moment, ça, il faudra le refuser. Je parle de la forme, mais c'est très important, dans le débat qu'on a avec un certain nombre de partenaires de gauche. Mais surtout, il ne faut pas être impressionné. Moi, je pense que... Voilà, on est entre nous, hein, c'est filmé ou pas? Il ne faut pas se laisser impressionner, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on nous aboie dessus qu'on nous renvoie dans le camp de la réaction, du conservatisme, qu'on ne doit pas continuer à assumer crânement nos idées. Voilà, et c'est pas facile de ne pas se laisser impressionner, mais en tout cas c'est ce qu'on doit faire. Et en ce qui concerne la Fédération de la gauche républicaine, je pense qu'on est suffisamment solide, on en a vu d'autres, pour ne pas se laisser impressionner. Parce que s'adresser, ajouter, conquérir un électorat qui ne devrait pas partir, c'est pas seulement de la forme, c'est évidemment aussi du fond. Et là on en revient... Ah oui, sinon je reviens quand même sur ce qu'a dit Sophie. Parce que Sophie faisait allusion à une des théories mélenchoniennes. Il y a beaucoup de théories mélenchoniennes. D'ailleurs, souvent, faut quand même, c'est pareil, il faut prendre un peu de recul. Hein, la créolisation présente ça comme un super concept hyper nouveau. Si c'est pour dire que la France est métissée, qu'il y a des cultures différentes qui coexistent, excusez-moi, mais c'est d'une banalité confondante. Hein. C'est pas de la haute philosophie. Et là maintenant, c'est la Nouvelle France. Oh, super concept, la Nouvelle France, donc elle est féminine, je crois, féminine, urbaine, racisée. Excusez-moi, mais c'est pareil, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est peut-être pas la reprise totalement de la note Terra Nova, mais c'est surtout, moi j'aime pas qu'il y ait des nouvelles France, des anciennes France, plusieurs France. Non, il n'y a qu'une France. Et dans cette France, oui, bien sûr, il y a des femmes, des urbains, des racisés, mais il y a aussi des gens qui vivent dans les bourgs, il y a aussi des paysans, il y a aussi des ruraux. Et si on veut être majoritaire, parce que c'est quand même ça l'objectif, hein, par moment on a l'impression que certains l'oublient, si on veut être majoritaire, il faut parler à tout le monde. Et c'est pas difficile de trouver des mots d'ordre unificateurs. Je reviens à ce que disaient Gilles et Sophie à la fin de leurs interventions, c'est pas difficile, en vrai. Il n'y a pas une différence de nature entre le travailleur qui vit en banlieue parisienne, qui est confronté au problème de transport, qui est mal payé, qui travaille à temps partiel, et l'employé qui vit dans un bourg rural, qui doit prendre sa bagnole, qui n'a pas de service public, dont le service postal a fermé, et dont la gare est à 30 km. C'est pas vrai. Et alors, justement, en tant que militant de gauche conséquent, on ne doit pas faire la différence, on s'adresse aux deux de la même façon. Et moi, je ne suis pas pour qu'on dise il y a la nouvelle France et l'ancienne France. Il y a une France, elle est ça aussi c'est quand même banal, elle est par nature diverse, hétérogène, traversée de contradictions, mais là où c'est hétérogène, nous, ce qu'on doit faire, c'est fabriquer de l'homogénéité et des grands mots d'ordre qui rassemblent les gens. Et ces grands mots d'ordre, je m'excuse,
Enfin, je sais pas pourquoi je m'excuse, d'ailleurs, j'ai pas à m'excuser, pardon. C'est un tic de langage, chacun a les siens. C'est pas si difficile, en réalité, à trouver. Parce qu'on s'adresse au monde du travail. Ayons-le en tête, on s'adresse au monde du travail. Ceux qui ont été travailleurs, ceux qui travaillent, ceux qui aspirent à redevenir travailleurs. Ça fait beaucoup, hein. Et là, il y a des mots d'ordre unificateurs possibles. Et la première chose, ça a été dit ce matin, mais j'y reviens, et c'est surtout hier, la table ronde de Marie-Noël, la première chose, c'est que la gauche doit reparler de la production. La redistribution, c'est formidable, c'est notre raison d'être, c'est notre mission première. Mais la gauche, c'est pas que des taxes et des allocations. C'est aussi une certaine vision de la production, de la vie dans les entreprises, le capital public, l'importance de l'innovation, le caractère décisif de l'investissement, le fait d'être protectionnisme quand il le faut, le fait d'utiliser les marchés publics quand il le faut, le fait d'avoir une vraie politique industrielle. Ça, on n'en parle pas assez à gauche. Je sais que les copains de l'engagement, ils sont sensibles, mais il n'y a pas que, hein, nous aussi. Et c'est quelque chose, là, je pense que dans les mois qui viennent, il faut qu'on mette tout le focus là-dessus. Contrairement à ce que j'entends parfois, les gens, ils s'intéressent à la politique économique. Ils ne sont pas indifférents à la politique économique. Ils savent très bien qu'un pays qui produit, un pays où il y a de l'activité, c'est un pays qui va mieux. Et ça vaut aussi pour les questions de transition écologique. Il n'y a pas de transition écologique s'il n'y a pas de planification industrielle. Il n'y a pas de transition écologique s'il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas de planification écologique s'il n'y a pas des usines, des ingénieurs, des chercheurs qui se mettent au service du bien commun. Donc ça, vraiment, il faut l'avoir en tête. C'est hyper important. On n'en parle pas, on n'en parle ni dans le programme du nouveau Front Populaire, en tout cas pas beaucoup, ni dans le débat public. Et bien, il faut qu'on se dise que nous, on va essayer de faire ça cette année, enfin, dans les mois qui nous restent, la production. La deuxième chose, et ça rejoint beaucoup ce qu'ont dit les uns et les autres, c'est que il y a des reconquêtes républicaines. Des reconquêtes républicaines à effectuer. La question des services publics, c'est central. La question du logement, et là vous avez raison, moi c'est un secteur qui est très technique, mais en réalité il n'y a pas plus politique que la question du logement, c'est Gilles Noël, je crois, qu'en parlait tout à l'heure. Si on met le paquet sur cette question, bah, on règle une partie seulement des problèmes des Français. La reconquête républicaine, c'est aussi, je voudrais vraiment insister sur ce point parce que on vit quand même une période où l'Institut Pasteur est obligé d'organiser un téléthon, ce qu'ils appellent le Pasteurton, pour continuer à financer de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale en France, c'est 0,3% du PIB, là où en Allemagne, c'est 1%. Ce truc est fou. Ce truc est insupportable. J'en parle souvent avec Damien, je sais pas où il est, Damien, il est au fond. Mais dans le pays de Pasteur, de Descartes, de Malebranche, de Dolbach et tout ça, le fait de, et puis tous ceux qui ont succédé, le fait de ne pas prendre la science au sérieux, de ne pas donner les moyens à la science, de ne pas s'occuper suffisamment des études scientifiques, de ne pas miser suffisamment sur les mathématiques, la physique, mais c'est aberrant. Et on se retrouve dans cette situation aberrante où l'Institut Pasteur, quand vous regardez les 4 priorités de l'Institut Pasteur, il travaille sur les 4 grands problèmes de l'humanité aujourd'hui en termes de santé et d'environnement. Et ils en sont réduits à faire la manche parce qu'ils n'ont pas de pognon public. Ben ça doit être une priorité absolue pour nous. Et ça fait partie des reconquêtes républicaines. C'est pas facile, parce que, encore une fois, c'est plus simple d'organiser un débat sur le voile à l'école ou sur le changement de genre dans la Constitution que sur la science. Mais pour moi, c'est fondamental. Et je pense que la recherche fondamentale, au sens de la recherche appliquée, mais aussi la recherche fondamentale, ça doit faire partie d'un programme de gauche qui ne soit pas éthéré, qui ne soit pas déconnecté. Et puis les reconquêtes républicaines, c'est aussi, évidemment, on en parle chaque année, mais il faut le redire, c'est aussi d'arrêter de faire comme si il y a un certain nombre de problèmes que rencontraient les Français qui n'existaient pas. Je vous disais le sentiment d'insécurité. Ça, c'est la gauche, dès qu'elle est mal à l'aise avec un sujet, elle emploie des expressions euphémistiques. Il n'y a pas un sentiment d'insécurité, il y a une réalité de l'insécurité dans bien des endroits. Ben, il faut regarder en face. Il faut imaginer des réponses qui soient à la fois progressistes mais fermes. C'est quand même. Regardez les élus de Marseille. Ils ont fait le grand appel sur le narcotrafic.
Narcotrafic, c'est à la fois le capitalisme d'aujourd'hui, le banditisme d'aujourd'hui, la violence, la jeunesse laissée à elle-même, tout ça, les addictions, enfin, c'est un sujet hyper sérieux. Pourquoi la gauche, elle ne serait pas en pointe sur ces sujets-là? Pourquoi elle laisserait M. Retailleau, chaque semaine, faire des rodomontades à l'Assemblée nationale? Et pourquoi elle s'en emparerait pas? Mais pour ça, ça veut dire ne pas se voiler la face. C'est affronter les problèmes, et on est capable d'affronter les problèmes. Et on est capable d'avoir des réponses de gauche. La police de proximité, plus de moyens, ouais, pour les flics, bien sûr. Une justice qui est digne de ce nom. Enfin, regardez le budget de la justice, il avait augmenté un peu, là, il va rebaisser, et des conditions d'accueil des gens qui ne sont pas acceptables. Ça, c'est des chantiers concrets, quotidiens, dont on parle au bistrot, comme disait Sophie, parce qu'on en parle au bistrot de ça. Qu'il faut pas évacuer. Moi, j'étais sidéré quand j'ai vu que notre ami Roussel s'était traité de facho il y a une semaine, parce que, à propos de l'abominable meurtre de la petite Philippine, là, il avait dit le violeur n'aurait pas dû être en liberté, il l'était. Le violeur multirécidiviste, il était sous OQTF depuis plusieurs années, il n'aurait pas dû être en France. Là, on le traite immédiatement de nazi. Mais n'importe quelle personne normale ne comprend pas pourquoi on va traiter Fabien Roussel de nazi alors qu'il dit quelque chose, pour le coup, c'est d'évident. C'est quand même évident que quand tu as un criminel récidiviste sous OQTF, il faut plus qu'il soit en France. Enfin, excusez-moi, mais... Putain, je m'excuse encore, c'est pas normal. Ça, c'est quand même l'évidence. C'est même, moi, j'aime pas l'expression le bon sens, ou alors j'aime bien le bon sens dans la bonne direction. Prenons ça. La bonne direction, c'est quand même de reconnaître les problèmes auxquels les gens sont confrontés et de ne pas esquiver le sujet. Hein, c'est ce que disait Gilles aussi, sur un certain nombre de questions quotidiennes auxquelles les Français sont confrontés. Voilà, moi je pense que notre feuille de route, c'est à la fois réfléchir à comment on rassemble la gauche, mais on l'élargit. Comment, d'un point de vue programmatique, on met l'accent davantage sur des questions qui homogénisent les revendications plutôt que s'adresser à différents segments de la population. Ça, c'est possible. Et c'est souhaitable. C'est possible et c'est souhaitable aussi d'assumer toujours ce qu'on pense sans avoir peur, sans s'excuser. Pourquoi je dis ça? Parce que là, dans les jours qui viennent, il y a 2 anniversaires tragiques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, il y a 1 an, Dominique Bernard, professeur, était assassiné par un terroriste islamiste pour avoir parlé de laïcité à l'école. Bientôt, à la fin de la semaine, on parlera de Samuel Paty, professeur décapité au prétexte qu'il avait montré des caricatures dans une classe. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est le oui mais. Oui mais, non, il n'y a pas de oui mais. Un professeur a été décapité parce qu'il défendait la laïcité, il doit être défendu, point. Point. Et ça vaut pour tous les professeurs qui sont confrontés à la progression de la religiosité, à l'obscurantisme, à l'instrumentalisation politique-religieuse. Il faut qu'on soit derrière eux tout le temps, sans relâche, et qu'on ne se laisse pas impressionner par ceux qui inventent je ne sais quelle explication pour finalement quoi? Faire fermer leur gueule à tous les laïcs de France et remettre les revendications des bigots sur le devant de la scène. Sans nous, gauche républicaine, gauche laïque, on ne laissera pas passer. Et je compte sur vous aussi pour être vigilants là-dessus, partout dans vos départements, parce que franchement, parfois il y a besoin. Et je le constate même à l'Assemblée nationale, il y a besoin. Là-dessus, on sera d'une fermeté absolue. Absolue. Moi, je vous le dis, je sais pas comment la gauche va se reconfigurer, parce qu'elle se reconfigurera à un moment. Je ne sais pas s'il y aura une dissolution anticipée, une présidentielle anticipée, etc. On ne sait pas tout ça. Donc il va falloir se mouvoir dans l'incertitude. Il va falloir habiter l'incertitude. Mais ça, on a l'habitude. Franchement, quand on regarde les 3 années qui viennent de s'écouler, oui,
On a navigué au gré des événements, des circonstances. On a fait des choix. Certains ont foiré, d'autres ont été couronnés de succès. J'y reviens pas, mais enfin, quand même, pour une organisation comme la nôtre, en quelques semaines, envoyer 100 candidats aux législatives, donc à chaque fois c'est 2 candidats, avec 100 mandataires financiers, réaliser par tour un score supérieur à 1%, c'était pas, enfin, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être fier de ce qu'on avait fait, avec un programme en plus. Aujourd'hui, d'être en capacité d'inviter d'autres partis qui vont avoir soit un son de cloche divergent, soit aller dans notre sens, être en capacité de discuter avec tout le monde, d'avoir des élus de qualité, de grande qualité. Moi, franchement, quand j'entends Gilles, Sophie, Adrien et tous les autres qui parlent de leur expérience locale et qui sont capables de faire le lien entre leur expérience locale et une vision de politique nationale, mais je suis hyper fier. Et c'est pour nous, c'est une richesse. Et une richesse qu'on doit entretenir. Et c'est pour ça que 2026, c'est un objectif essentiel. Je veux que dans chaque département, je vous l'ai dit hier, pour ceux qui étaient là, dans chaque département, on se fixe des objectifs concrets. Parce qu'avoir des élus, c'est avoir plus de poids, c'est avoir plus d'influence. C'est aussi pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques qui correspondent à ce qu'on pense. Ça, c'est notre feuille de route. Il y aura aussi nécessairement la réactualisation de notre programme. On y travaille et ça sera le cas avant fin 2024 pour avoir à nouveau une base théorique et programmatique qui nous permette de discuter avec les uns et les autres. Très important. Pour le reste, la gauche, ce qui va advenir, je vois les débats OPS qui se résument quand même finalement, enfin OPS c'est un peu toujours pareil. Bon, il y a un sujet auquel on ne touche pas, c'est l'Europe. L'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la prospérité, enfin vous connaissez le truc. Après tout le reste, voilà, il y a un débat sur LFI, pas LFI, bon, à mon avis c'est un débat qui va être tranché par la réalité, hein, parce que je peux faire le compte de tous les députés socialistes. S'ils partent, déjà, bon, on a un premier problème, hein, 10%, 84% des élus NFP sont élus dans 10% du territoire français. Ça, déjà, ça donne une idée quand même de tout ce qu'on doit faire pour reconquérir l'électorat. Mais surtout, si je fais la liste de tous les députés du NFP qui se disent « Ah bah ça va être super, on va y aller, on va être divisé au premier tour et puis vous verrez au deuxième », bah vous verrez pas au deuxième parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Donc pour moi, c'est pas vraiment le débat. Le débat, c'est comment on arrive à se nourrir les uns et les autres et qu'on crée une grande force qui soit à la fois qu'un diagnostic radical, qui est parfois même des propositions radicales, mais qui soit capable de parler au plus grand nombre. Sans sectarisme. Le sectarisme, c'est la mort de la gauche, c'est la plaie de la gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on va prendre notre bâton de pèlerin. Après, on peut rêver à des choses. Moi, je vous le dis, je le dirai peut-être dans le débat public dans les semaines qui viennent. Moi, je suis plutôt partisan, par exemple, d'un congrès de Tours à l'envers. Je ne vois pas aujourd'hui ce qui différencie fondamentalement les socialistes des communistes. En tout cas, les enjeux, ce n'est pas les enjeux de 1920, on le voit bien. Et ça pourrait faire avancer les choses. Je ne sais pas si les organisations y sont prêtes, je ne sais pas s'ils le souhaitent, mais moi, je l'ai en tête. Et je ne suis pas le seul dans cette salle, Marie-Noël aussi. Ça fait partie des options stratégiques qu'on pourra de toute façon porter. Mais au-delà de ça, il faut continuer à faire ce qu'on fait en amplifiant. On agit sur le terrain, on fait des propositions, on donne une grille de lecture de la société qui n'est pas forcément la même que celle des autres, on assume crânement, fièrement ce qu'on est. Je finis parce que j'ai déjà été trop long. Gilles Noël a dit en anglais, enfin en globish, « Never give up ». Il sait de quoi il parle, hein. Il sait de quoi il parle parce que moi je connais Varzy, je connais son action municipale, je connais les difficultés incroyables auxquelles sont confrontés les maires de ton canton. Je connais aussi la réalité politique de la Nièvre, c'est-à-dire quand même une terre socialiste qui voit quand même des électeurs partir par wagons entiers vers le Rassemblement national et qui ont le sentiment, comme ça a été très bien dit, d'être délaissés, d'être abandonnés. Et ça, il faut qu'on leur parle. Mais ce que je trouve admirable, et c'est pour moi un point d'optimisme fondamental, c'est qu'on trouve toujours des militants, des élus, des maires en l'occurrence, qui se lèvent tous les matins en disant « c'est difficile, c'est l'adversité maximale, mais parce que j'y crois, parce que j'ai des convictions, parce que j'ai une vision, et je me lève le matin au service de nos concitoyens ».
Et puis le soir, on va au bistrot, comme Sophie, pour discuter avec les gens. Bah, si on est capable de faire ça, alors les amis, je vous le dis, de grandes choses nous attendent. Et c'est ça qui est important. Bon retour à vous tous et toutes, et à bientôt.